La guerre de la Russie contre l'Ukraine a été un échec. À tous les niveaux, Vladimir Poutine n'a pas atteint les objectifs de sa soi-disant opération militaire spéciale. La Russie a même échoué dès le début, car elle n'a pas pris l'Ukraine en 3 jours comme Vladimir Poutine l'avait initialement prévu. Mais cet échec n'était que le début. Cela fait presque 4 ans, et toute la guerre a été définie par l'échec de la Russie dans tout ce qu'elle a entrepris. Voici chaque échec russe, expliqué en 19 minutes. Nous avons d'abord connu quelques échecs isolés, annonciateurs de difficultés bien plus importantes. L'une des premières pertes majeures de la Russie. Île aux serpents. Ce promontoire rocheux du nord-ouest de la mer Noire paraît d'abord insignifiant. Cependant, l'île aux serpents fut l'un des premiers territoires capturés par la Russie durant les premiers mois de la guerre. Car elle savait que contrôler cette île offrirait à la flotte de la mer Noire une meilleure route vers l'Ukraine continentale, mais tenir l'île était le problème. Comme l'a rapporté la British Broadcasting Corporation, en juin 2022, l'île aux serpents est extrêmement difficile à défendre, car elle est exposée aux attaques de tous les côtés, et n'est assez grande que pour accueillir une petite garnison chargée de défendre l'îlot. Elle n'est qu'à 35 km des côtes ukrainiennes, avantageux si l'on contrôle le littoral, ce que la Russie ne faisait pas. L'Ukraine a fait ce à quoi on pouvait s'attendre, envoyant des missiles et des obus d'artillerie en continu sur l'île aux serpents pendant 4 mois. Finalement, la résistance russe a cédé, trop éloignée de ses principales bases navales en mer Noire. La Russie a dû quitter une île stratégique où elle voulait installer des équipements de défense anti-aérienne et de guerre électronique. L'île aux serpents a été rendue à l'Ukraine. Notre prochaine erreur a été l'une des principales raisons de cela. Le naufrage du Moskva, navire amiral redouté de la flotte de la mer Noire, a été humiliant. Contrairement à tout ce à quoi Vladimir Poutine s'attendait à affronter en Ukraine, l'ennemi de la Russie n'avait pratiquement pas de marine, et certainement pas une avec des navires de guerre de la taille ou de la puissance du Moskva. Mais cela n'avait aucune importance. L'échec de la Russie avec le Moskva a été de supposer que l'Ukraine ne lancerait aucun missile contre ces navires. Pourtant, l'Ukraine l'a fait, en utilisant en plus un missile produit localement. Rappelez-vous que cela s'est produit seulement quelques mois après le début de la guerre, avant que quiconque ne réalise que l'Ukraine avait la capacité de fabriquer de tels missiles. La perte du Moskva a compromis les espoirs russes de garder le contrôle de la mer Noire. C'était aussi un signe de l'avenir. Alors que l'Ukraine améliorait ses missiles, fabriquait de nouveaux drones et déployait des missiles occidentaux comme le Storm Shadow, une plus grande partie de la flotte de la mer Noire s'effondre. La puissance navale que la Russie était censée déployer a disparu. Aujourd'hui, près d'un tiers de la flotte de la mer Noire a été détruit. Le reste des navires se cache. L'Ukraine n'avait pas besoin d'une marine classique pour vaincre le Moskva et ses équivalents. La Russie croyait répondre aux besoins de l'Ukraine, mais ce fut son erreur. Une erreur plus classique s'est produite lors de la bataille de l'aéroport de Hostomel, débutée le 24 février, et qui a duré moins de 36 heures avant l'échec russe. À seulement 12 miles de Kiev, Hostomel était une priorité de Poutine dès le début de l'invasion. La Russie a déployé ses troupes pour prendre l'aérodrome et y faire arriver des bataillons aéroportés et des avions de transport. La Russie a pu utiliser Hostomel comme base pour attaquer directement Kiev et a réussi. Elle a pris le contrôle de l'aéroport de Hostomel. Elle n'a pas pu utiliser l'aéroport pour atteindre son objectif principal, un déploiement rapide à Kiev, ayant sous-estimé la réaction ukrainienne. L'artillerie ukrainienne a réussi à retarder les unités aéroportées russes, empêchant la prise rapide de l'aéroport et l'avancée vers Kiev voulue par Poutine. Au-delà de l'artillerie, l'Ukraine a utilisé tous les obstacles à sa disposition, y compris de gros camions et la carcasse brûlée d'un hélicoptère russe K-52 Alligator abattu, pour bloquer les pistes et empêcher les unités aéroportées russes de les utiliser. Les retards causés par cette approche ont suffi à stopper l'attaque immédiate contre Kiev. L'Ukraine a rapidement organisé une contre-attaque contre les 300 occupants russes qui ne pouvaient plus être renforcés par les 1000 soldats que la Russie comptait envoyer à l'aéroport de Hostomel par transport aérien. Piégés. Ces Russes ont été en grande partie anéantis. Et même si des renforts sont finalement arrivés pour reprendre l'aéroport de Hostomel pour la Russie, une fois de plus, les dégâts s'étaient en fait. Après la bataille, l'aéroport était inutilisable. La Russie, en sous-estimant constamment son ennemi pendant la guerre, a commis une erreur à l'origine de ces 3 incidents. La Russie a sous-estimé l'Ukraine durant les premiers 2 mois de la guerre et l'a payé à chaque fois. Vous pouvez en apprendre davantage sur ces 3 erreurs, ainsi que sur d'autres, dans une vidéo que nous avons publiée en novembre 2023. Mais il suffit de savoir que ces premiers échecs russes n'étaient qu'un signe avant-coureur de ce qui allait arriver
pour le reste de l'invasion de Poutine. Nous abordons ensuite l'un des récents échecs russes, la prise de Pokrovsk. En mai, la Russie a lancé une offensive estivale visant notamment à prendre Pokrovsk, dans la région de Donetsk, en Ukraine. Cette ville servait depuis longtemps de forteresse et de centre logistique essentiel pour les soldats ukrainiens à Donetsk et dans le Donbass. Avec cette prise, la Russie pourrait s'emparer du reste de Donetsk et atteindre l'un des principaux objectifs de Poutine pour son invasion. Poutine était tellement déterminé à ce que Pokrovsk tombe pendant l'été qu'il a dédié 110 000 soldats spécifiquement à cette ville. Et la Russie a connu quelques succès pendant l'été. Au départ, grâce à une nouvelle stratégie avec de petites unités d'infiltration, la Russie a pris plusieurs villages près de Pokrovsk. Elle a également formé un étroit saillant menant vers la ville, plaçant Pokrovsk au bord de la chute. L'Ukraine a déployé la brigade Azov pour organiser ses forces de défense. L'Ukraine a refermé le saillant et regagné une grande partie du territoire perdu près de Pokrovsk durant la seconde moitié de l'été. Les troupes russes, épuisées et en sous-effectif à cause de leur stratégie de petites unités, n'ont pas pu défendre leur conquête. Selon Euromaidan Press le 20 octobre, Pokrovsk est un échec pour Poutine. La ville n'est pas tombée à la fin de l'été, et tient toujours. Depuis le 21 août, la Russie a perdu 13 945 de ses soldats lors de l'assaut sur Pokrovsk, ainsi que des dizaines de ses chars et véhicules co-blindés. Gardez cette armure en tête. Nous reparlerons plus tard de l'échec russe dans ce domaine. Poutine veut prendre tout le Donbass avant la fin de l'hiver. La presse Euromaidan affirme que la chute de Pokrovsk était un élément clé pour atteindre cet objectif. Cela signifie que la réalité à laquelle la Russie est désormais confrontée, c'est qu'elle a fait à peine de progrès dans le Donbass depuis le début de l'offensive estivale. Le Donbass ne tombera pas avant la fin de l'hiver. Ajoutez un nouvel échec russe à la liste. Passons maintenant des assauts russes ratés à l'incapacité totale de la Russie à se défendre. Les attaques ukrainiennes sur le raffinage pétrolier russe sont un nouvel embarras stratégique pour la Russie. Comme pour les échecs évoqués plus tôt, ces frappes sur les raffineries résultent de la sous-estimation de l'Ukraine par la Russie. Plus précisément, la Russie pensait que l'Ukraine ne disposait pas des capacités de longue portée nécessaires pour frapper bon nombre des raffineries les plus précieuses du pays. La défense aérienne était laxiste, beaucoup d'unités ayant été envoyées qu'en Ukraine ou en Crimée. Une vulnérabilité créée par la Russie elle-même est apparue, et l'Ukraine a passé les derniers mois à en profiter. D'où à octobre, l'Ukraine a multiplié les attaques aériennes contre les raffineries de pétrole russes. La British Broadcasting Corporation indique que l'Ukraine a touché 21 des 38 principales raffineries russes depuis janvier et Tsetegnordoun. Le taux de réussite de l'Ukraine dépasse largement celui des précédentes tentatives contre le raffinage russe. L'Ukraine atteint ses cibles, 48%, plus souvent qu'elle ne l'a fait pendant toute l'année. 2024. Depuis janvier, l'usine de Ryazan à elle seule, qui produit 340 000 barils de produits pétroliers raffinés par jour, a été frappée 5 fois. Les pénuries d'essence frappent désormais la Russie, touchant 84% de ses régions fédérales. Direct Channel et certains médias indiquent que jusqu'à 40% du raffinage pétrolier russe est à l'arrêt, 21 raffineries sur 38 étant touchées, certaines à plusieurs reprises. Il est clair que la Russie n'arrive pas à défendre l'une de ses ressources les plus précieuses. Le peuple russe ressent la pression. Les pénuries d'essence ont ramené la guerre que Poutine a commencée chez lui, en Russie, ce qui est la dernière chose que Poutine voulait. La pression monte. La Russie doit désormais importer de l'essence, notamment de Chine et de Biélorussie, pour répondre à la demande intérieure. Doit choisir entre nourrir son peuple ou son armée. Vladimir Poutine fait face à une impasse à cause de l'Ukraine, sans solution apparente. Les raffineries de pétrole russe nécessitant de bonnes défenses aériennes, difficiles à fournir. Avec la destruction de 1229 unités de défense antiaérienne depuis le début de la guerre, et les systèmes restants nécessaires en Ukraine et en Crimée, les raffineries russes brûleront encore. Aucune défense n'arrive. Nous avons évoqué plutôt la perte de matériel par la Russie. Nous vous avons aussi demandé de considérer les chars et blindés russes, révélateurs d'un autre échec majeur de la Russie en Ukraine. Les chars de la Russie ont disparu, et tout le reste va s'épuiser plus tôt que tard. Dans sa croyance limitée que la Russie devait juste intensifier ses efforts pour faire céder les défenses ukrainiennes. Poutine a lancé des dizaines de milliers de blindés lors d'assauts mécanisés massifs pendant son invasion. Les drones ukrainiens
et les armes occidentales ont réduit ses blindés en miettes, au point que la Russie en a à peine encore. Le Daily News Hungary indique que la Russie détenait environ 7300 chars en réserve avant la guerre. Aujourd'hui, ce nombre est de 2500. Cela paraît élevé, mais les chiffres ne disent pas tout. Sur les 2500 restants, seulement 92 seraient en bon état selon le média. Les autres sont classés comme médiocres ou pires, nécessitant une restauration majeure ou servant uniquement de pièces pour réparer d'autres chars. La Russie doit utiliser d'anciens chars soviétiques pour poursuivre ses assauts mécanisés contre l'Ukraine, mais ces véhicules sont si vulnérables que les drones ukrainiens les détruisent aisément. Quant aux nouveaux chars, la Russie ne s'en sort pas vraiment mieux dans ce domaine non plus. Daily News Hungary indique que la Russie ne construit que 90 à 100 chars par an, dont 90% sont en réalité des chars remis à neuf, des modèles anciens plutôt que des chars neufs. En discutant d'un rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre, ou Institut pour l'étude de la guerre Novaya Gazeta, a exposé la situation des blindés russes en juillet. Et elle précise que la Russie n'a plus que 46% de ses chars, 48% de ses blindés de transport de troupes et 42% de ses véhicules de combat d'infanterie d'avant-guerre. Rappelez-vous que la plupart de ces véhicules sont très délabrés. L'Institut pour l'étude de la guerre estime que la Russie aura épuisé ses blindés d'ici fin 2025 selon le média. La Russie rencontre des difficultés avec ses blindés et d'autres armes à cause de multiples erreurs sur le champ de bataille. Comme l'a rapporté le Kiev indépendant en juillet, la Russie achète autant d'armes qu'elle peut à ses partenaires étrangers, y compris 250 000 tonnes de matières explosives en 2024 et 119 000 tonnes des mêmes types de matériaux à la mi-2025. La Russie manque de tout, pas seulement de chars à cause de ses propres erreurs. Comme expliqué dans notre vidéo sur l'état des stocks russes, mais pourquoi la Russie manque-t-elle de ressources ? Les erreurs sur le champ de bataille et lors de la production d'armes ont toutes deux été déterminantes. Oui, notre prochaine erreur russe a eu lieu bien avant l'invasion de l'Ukraine par Poutine et a influencé toutes les actions russes depuis. Le simple fait est que la Russie fabrique de mauvaises armes et elles ne sont pas assez bonnes pour garantir qu'elle gagnera la guerre. Dès septembre 2022, l'Asia Times se demandait si l'armement russe n'était pas principalement de la camelote. Le média souligne que les armes russes, bien qu'elles n'aient jamais été réputées pour leur apparence tape à l'œil, étaient toujours fiables et efficaces à l'époque soviétique. Si la Russie avait gardé ses armes soviétiques utilisées en Ukraine, leur impact aurait pu être encore plus grand. Mais l'effondrement de l'Union soviétique a provoqué un choc économique en Russie, affectant notamment le développement des armes. La Russie a augmenté ses dépenses, mais n'a pas réussi à se doter d'un arsenal efficace. L'Asia Times indique que l'équipement n'a ni été entretenu ni modernisé. L'argent allait d'abord aux objets de prestige et seulement ensuite à l'amélioration du matériel plus ancien. L'amélioration du blindage et du contrôle de tir des chars progressait très lentement. D'importantes améliorations, comme les systèmes de protection active, n'ont jamais été appliquées, selon la source. La Russie, longtemps axée sur la fonctionnalité, s'est finalement tournée vers l'apparence. C'était une erreur, ces armes en ont pâti. Action en armes de violence ajoute que la corruption endémique dans l'industrie de la défense russe a également joué un rôle. Elle dit que l'industrie est peu surveillée, permettant aux oligarques, dont Vladimir Poutine, de profiter de pots de vin et de contrats coûteux. Des poches se sont remplies, mais les armes issues de cette industrie corrompue ne sont pas au niveau dont la Russie a besoin pour vaincre l'Ukraine. Encore une fois, nous avons publié une vidéo qui explore plus en profondeur les raisons pour lesquelles les armes russes sont si mauvaises. Alors allez la voir, si vous voulez toute l'histoire. Pour l'instant, passons à un autre échec russe, permettre à autant de ses soldats de mourir. Ou, plus précisément, forcer ces soldats à des assauts suicidaires causant d'énormes pertes. Les erreurs déjà évoquées, notamment l'état des armes russes et les pertes en blindés, s'ajoutent à cette stratégie d'assaut suicidaire, au point où la Russie a subi plus de 11 millions de pertes au 14 octobre. Le ministère de la Défense du Royaume-Uni indique que la Russie perd encore plus de 1000 soldats par jour, après un court été où elle était passée sous ce seuil symbolique. L'erreur majeure de la Russie est de maintenir un rythme opérationnel élevé, malgré la perte de dizaines de soldats, face aux drones et défenses ukrainiens. La Russie refuse de réinventer sa stratégie. Le sacrifice de sang, inédit depuis des décennies, apparaît comme une caractéristique de l'armée russe pour Poutine, non comme une faiblesse. Enfin, 3 échecs russes dépassent la guerre en Ukraine,
et marqueront le pays pour des décennies. La Russie est dans une position stratégique affaiblie. Elle a renforcé l'OTAN et elle est rapidement à court d'argent. Sur le plan stratégique, Poutine voulait, en envahissant l'Ukraine, conquérir un vaste territoire pour accroître la menace russe sur l'Europe occidentale. Plus de 3 ans et demi après le début de la guerre, la Russie utilise des attaques hybrides et des provocations aériennes pour rappeler à l'Europe occidentale sa menace potentielle. Comme l'a noté The Conversation dans un article du 13 octobre, ces provocations sont davantage le signe de la position affaiblie de la Russie que de la force du pays. Selon le média, elles ont lieu car les offensives russes en Ukraine faiblissent. Vladimir Poutine doit agir pour détourner l'attention mondiale de ce fait. La conversation ajoute que ce que nous voyons actuellement est une stratégie russe classique, signe qu'elle est prête à reculer. Un élément mal compris de la doctrine stratégique russe est le concept d'escalade pour désescalader. Bien que cette tactique soit le plus souvent appliquée à la stratégie nucléaire, elle s'applique à tous les aspects de la doctrine stratégique de la Russie. C'est ce que rapporte le média. Vladimir Poutine cherche ainsi une solution diplomatique à la guerre qu'il a lancée, possiblement un accord de paix. Mais ce revirement en soi est un échec russe, car Vladimir Poutine tente désormais d'utiliser une force factice plutôt qu'un véritable pouvoir pour obtenir ce qu'il veut. Et ceux qu'il vise en dehors de l'Ukraine le savent. En parlant de ceux en dehors de l'Ukraine, cela nous amène à l'OTAN. Si la Russie croyait pouvoir intimider l'OTAN et la pousser à réduire sa puissance à cause de l'Ukraine, elle s'est trompée. Après l'échec de l'invasion de 3 jours, l'OTAN n'a fait que se renforcer au fil des années. L'Organisation de défense collective accueille de nouveaux membres, la Suède et la Finlande, qui ont rejoint après des décennies de semi-neutralité, à cause de ce que la Russie fait en Ukraine. La décision de la Finlande de rejoindre l'OTAN place un nouvel allié à la frontière russe, ce que Vladimir Poutine voulait éviter en envahissant l'Ukraine. Le Conseil de l'Atlantique affirme que l'OTAN ne cède pas aux provocations évoquées précédemment, quand la Russie a envoyé des drones et avions de chasse dans l'espace aérien de l'OTAN. Plusieurs membres de l'organisation ont répondu en disant qu'ils allaient abattre ces appareils aériens si la Russie recommence. Même Donald Trump, longtemps sceptique envers l'OTAN, semble désormais soutenir l'organisation, ce qui surprend Poutine. La Russie voulait affaiblir l'OTAN, mais ça a échoué. L'OTAN est désormais plus forte que jamais. Cela nous amène au dernier échec russe parmi les 3 évoqués. Presque 4 ans d'une guerre que la Russie n'avait jamais imaginé devoir mener ont eu un impact dévastateur sur l'économie du pays. Désormais, le pays a une date limite pour remporter la victoire en Ukraine. Et c'est dans 18 mois, le 16 octobre. Piotr Helm de l'Euromed en presse a rapporté qu'il ne restait plus que 40 milliards de dollars dans le Fonds national d'urgence russe, contre 145 milliards auparavant. Poutine puise constamment dans ce fonds pour poursuivre son invasion. Et il ne pourra plus le faire très longtemps, affirme Helm. Il cite le président directeur général d'Ukraine Industry Expertise, Volodymyr Vlasiuk. La situation est critique. Ils ne peuvent pas financer la guerre à l'intensité actuelle. Depuis longtemps, les dépenses de guerre ont dépassé toutes les prévisions passées de la Russie, ajoute Vlasiuk. Il indique que la Russie allouera 38% de son budget à la guerre en Ukraine en 2026. Et pourrait dépenser jusqu'à 229 milliards de dollars en 2025. Inflation, stagflation, déclin du secteur privé et chute du niveau de vie moyen des Russes illustrent l'échec de Poutine à considérer son peuple, en raison de l'obsession qu'il a eue pour réussir en Ukraine. Et cela pourrait bien être la plus grande erreur de Poutine. Même si la Russie surmonte toutes les erreurs évoquées pour gagner en Ukraine, elle pourrait affronter des années, voire des décennies de reconstruction après une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Nous laisserons le dernier mot à l'expert en géostratégie et en politique de défense James Rogers, qui a déclaré ce qui suit lors d'une interview avec Times Radio. Les Russes n'ont pas très bien réussi, comme je l'ai mentionné. Ils n'ont conquis qu'environ 1% du territoire ukrainien cette année. C'était franchement pathétique à certains égards. Beaucoup de gens sont morts, beaucoup d'argent a été dépensé des 2 côtés. C'est tragique. Si l'argent est vu comme la racine du mal par certains, c'est peut-être son absence qui provoquera l'effondrement de la Russie, après toutes les erreurs évoquées aujourd'hui. Actuellement, la Russie semble se fissurer intérieurement, à cause des échecs répétés de Poutine, que le Kremlin ne peut plus dissimuler. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour plus de reportages sur la guerre en Ukraine. Et merci comme toujours de regarder.